Il y a des histoires qui ne se terminent pas vraiment avec le générique de fin. Elles s'infiltrent en nous, elles continuent de vivre, et parfois, elles inspirent des créations complètement uniques. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Stranger Things pour voir comment il a donné naissance à une toile qui cherche à capturer l'âme même de la série. Alors voilà, d'un côté, on a une image qu'on connaît bien, l'affiche officielle de Stranger Things 2. Et de l'autre, cette toile, abstraite, pleine de couleurs, vibrante. La question qui se pose, c'est comment passe-t-on de l'un à l'autre? Quel est le cheminement qui transforme un récit de fiction en ce paysage si personnel, si intérieur? C'est exactement ça l'idée centrale. Une histoire vraiment puissante, elle ne reste pas sagement dans l'écran, non. Elle prend racine dans notre esprit, elle se mélange à nos propres souvenirs, à nos émotions, et elle grandit pour devenir quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui nous appartient. On entre ici dans ce qu'on appelle l'immersion. Une série comme Stranger Things, elle ne fait pas que nous divertir, elle nous absorbe littéralement, au point que la frontière entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent devient toute floue. La fiction déborde dans notre propre imaginaire. L'artiste derrière la toile le décrit parfaitement. C'est une histoire qui s'échappe de son cadre, qui réveille des choses en nous. Des peurs d'enfance, mais aussi ce besoin d'aventure, ce désir un peu fou d'être courageux. Tout ça remonte à la surface. Bon, alors, voyons comment un artiste arrive à traduire cette immersion de façon concrète. Il faut bien comprendre que cette peinture, ce n'est pas une simple illustration d'une scène. C'est bien plus que ça. C'est la matérialisation d'une expérience, d'un ressenti. Et tout part de là, d'une toile blanche, de quelques traits esquissés. C'est assez fascinant de se dire que ce monde si complexe et si riche en émotions a commencé comme ça, par une simple intention, un premier geste. Et voilà le résultat. Le voyage est terminé. Ce qui n'était au départ qu'une sensation, une émotion un peu diffuse ressentie devant l'écran, a maintenant une forme. C'est devenu son propre univers avec sa propre énergie, ses propres lois. Voilà le point crucial, le cœur de la démarche. L'artiste ne cherche pas à copier ce qu'on a vu. Son but, c'est d'habiter les sensations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser les émotions des personnages le traverser, ressentir leur urgence, leur peur, leur amitié qui est comme un refuge, comme si c'était les siennes. Et pour exprimer ça, il y a un symbole qui est au centre de tout, dans la série comme dans l'œuvre, le vélo. Et ce n'est pas juste un moyen de se déplacer loin de là, c'est un objet chargé de sens. Dans la série, le vélo, c'est tout. C'est la liberté de l'enfance, cette autonomie un peu fragile. C'est le véhicule de l'amitié, des secrets partagés. Mais c'est aussi celui de la fuite, de la course contre la montre, de l'urgence absolue. Cette phrase est juste parfaite pour résumer l'idée. Le corps, lui, il a ses limites. On pédale aussi vite qu'on peut, mais pas plus. C'est cette contrainte physique qui, paradoxalement, libère complètement l'imagination. L'esprit, lui, il n'a pas de limite. Il anticipe, il imagine, il cherche une issue. Le simple fait de pédaler devient une question de survie. D'accord. Mais alors, comment tout ça se retrouve visuellement sur la toile? Plongeons un peu dans le langage des couleurs et des formes que l'artiste a utilisées pour nous raconter ses émotions. Regardons à nouveau l'œuvre dans son ensemble. On pourrait presque la voir comme une cartographie des forces qui s'affrontent dans l'histoire. La peur contre le courage, le monde connu face à l'inconnu terrifiant. Le choix des couleurs est vraiment la clé. Le bleu, ici, ce n'est pas juste la couleur de l'eau, c'est une sensation physique, le froid de l'inconnu, de ce qui nous glace le sang. Et à l'opposé, les rouges, les jaunes, c'est la chaleur du danger, la menace qui approche et qui brûle. Ce ne sont pas juste des couleurs, ce sont des états du corps. Et le grand méchant de l'histoire, le flageoleur Montal, il n'est pas dessiné comme un monstre avec des contours précis. Non, il est là, mais comme une présence diffuse, presque comme une atmosphère. Les sphères rouges, on pouvait les voir comme des pensées toxiques, des peurs qui tournent en boucle. C'est une menace qui n'est pas juste dehors, mais qui circule aussi à l'intérieur de nous. En fait, si on prend un peu de recul, l'analyse de cette peinture nous amène à une vérité bien plus large, qui nous concerne tous, le rôle de l'imagination dans notre propre survie. C'est peut-être ça, la conclusion de tout ça. Les grandes histoires, avec leurs monstres et leurs mondes étranges, nous rappellent une chose essentielle. Notre corps ressent le danger bien avant que notre cerveau ait le temps de l'analyser. Et dans ce moment-là, l'imagination n'est pas une simple distraction. C'est un outil, un mécanisme de survie fondamental pour faire face au monde et à nos propres démons intérieurs. On va se quitter avec cette question. Parce qu'au fond, que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la musique, ou simplement en se plongeant dans une bonne histoire, on se crée tous des refuges. Des mondes parallèles pour affronter le nôtre. Et c'est peut-être ça le pouvoir le plus incroyable de la fiction.